bon après-midi pour certains. C'est encore moi, Julie Felicidad. Bienvenue sur ma YouTube channel. Pour les nouveaux, vraiment, bienvenue à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Et pour les anciens, vous likez, vous partagez, et voilà, vous commentez. Voilà, c'est ça. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui encore. Et un grand jour pour moi, parce que comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on a un invité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui je vais faire une présentation un peu complète pour la première fois. Donc j'ai dit, je m'appelle Julie Felicidad, c'est le nom que j'utilise souvent sur mes plateformes. Mais normalement je m'appelle Julienne Wigilimana. Julienne Wigilimana, qu'est-ce que je fais? Bon. Alors, j'ai fait mes études en psychologie, donc j'ai 2 diplômes de licence en psychologie clinique et sociale. Et un diplôme, je l'ai obtenu ici au Burundi, l'autre c'est en France. Et après, j'ai fait mon master en ressources humaines. Donc, c'est manager des ressources humaines. Aujourd'hui, comme je vous ai déjà dit, on a un invité avec nous, donc je vais le laisser se présenter pour le connaître. Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Merci. Merci, mais j'allais dire bienvenue aussi parce que, merci. En tout cas, il y a longtemps, tu n'étais pas ici au Burundi. Alors, bienvenue au Burundi encore une fois. Merci. Et moi, je m'appelle Christophe Armel Arakazandoroanga. Okay. J'ai fait mon baccalauréat en psychologie clinique et sociale. Je continue mon master en santé mentale et psychothérapie. Voilà, je travaille donc dans l'association que tu connais déjà, Carrefour des psychologues et Lumière Mollet. J'y travaille en tant que psychologue clinicien. Nous sommes là pour promouvoir la santé mentale au Burundi dans des domaines qui ne sont pas souvent privilégiés par les intervenants en santé mentale, beaucoup plus dans les organisations humaines. J'ai été content d'entendre que vous avez fait les ressources humaines. Et la santé mentale au travail, c'est très préoccupant ces jours, ces dernières années depuis donc la pandémie 2019, la pandémie Covid-19 qui a été donc parce qu'il y a dans le monde entier partout. Ouais. Donc nous travaillons aussi pour la promotion de la santé mentale du bien-être chez les jeunes. Okay. Mais aussi nous mettons un accent particulier sur la famille. La famille qui, dans le monde entier, est une cellule de la société. Au Burundi, vous savez qu'on met beaucoup plus d'importance sur la famille. Et quand la famille est détruite, quand la famille est en danger, quand la famille n'est pas bien organisée, il y a des problèmes qui vont s'abattre sur les enfants et qui va finalement handicaper leur futur, mais aussi handicaper leur développement personnel. C'est sûr. Oui. Bon, merci beaucoup, monsieur Armel, en tout cas. Voilà, merci. C'est aussi un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ma plateforme. Et surtout, on va parler d'un sujet, je dirais, commun, parce que moi aussi, je fais partie de cette association, un sujet vraiment qui me tient vraiment au cœur. Oui. Alors, j'espère que vous allez vraiment apprendre, beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, donc, comme vous l'avez entendu, je suis psychologue clinicien. Donc, on va parler aujourd'hui de la psychologie. Voilà. Est-ce que, monsieur Armel, pour qui ne savent pas, ou bien pour qui savent, mais pas beaucoup, qu'est-ce que la psychologie, en fait, de façon générale? C'est une discipline, c'est une science, une science sociale qui étudie donc les comportements, qui étudie les pensées, qui étudie la manière dont la personne va s'adapter dans un moment précis ou dans des circonstances précises. C'est ce que je peux dire. Donc, c'est l'étude du comportement humain dans un temps et dans un endroit précis. D'accord.
Alors, on parlait dans un état, dans un endroit précis, donc je pense que c'est plusieurs domaines qui entrent en jeu en fait. Ah oui, oui, oui. Ouais, tout à l'heure, vous avez mentionné bon, la psychologie en famille, je sais pas. Est-ce que pourriez-vous nous dire au moins dans quel domaine la psychologie peut intervenir? Ah ok. Il y a, comme vous venez de le signaler, il y a beaucoup de domaines qui sont intéressés par la psychologie. Et je peux dire entre guillemets que il n'y a aucun domaine où il y a de la personne humaine qui ne soit pas nécessaire d'interroger la psychologie par rapport au comportement. Donc, de façon générale, vous voyez, la psychologie peut être utilisée ou peut aider à soigner, à voilà améliorer donc les comportements des personnes en famille, à l'école, dans les organisations humaines, dans les situations diligence, voilà, dans le domaine de la santé, santé générale, santé organique, où donc les psychologues vont emprunter ces chemins selon leur domaine d'intérêt ou leur domaine de formation. Parce que vous voyez, à l'université, on peut avoir de la psychologie clinique qui va beaucoup plus s'occuper de la compréhension des troubles mentaux et de leur traitement psychologique. Donc, dans les hôpitaux, dans les cabinets. Oui, dans les hôpitaux, dans les cabinets, dans les centres, voilà, d'intervention en santé mentale. Voilà, il y a d'autres psychologues qui vont être intéressés par le développement de l'enfant et de l'adolescent, où on va beaucoup plus apprendre des notions qui sont liées au stade de développement de l'enfant, ce qui se passe à chaque stade, comme les disciples de Freud ou tous ceux qui sont intéressés par la psychologie du développement humain, ils peuvent avoir des interventions à faire dans ce domaine. Mais aussi, il y a donc d'autres psychologues qui vont être intéressés par la psychologie du travail, où on va être beaucoup plus impliqué dans la compréhension des relations au travail, les causes qui peuvent être associées au stress, la gestion du stress, la gestion de la prévention de l'épuisement, les phénomènes qui se passent au travail. Qui a l'impact sur le travail, donc, mais qui ont un lien quand même avec le psyché de quelqu'un. Oui, oui, oui. La motivation au travail, la satisfaction au travail, le bien-être au travail, la qualité de vie au travail. Tout ça, ce sont des phénomènes qu'on peut étudier et élucider et qui ont besoin vraiment donc d'être un peu approfondis dans chaque entreprise, dans chaque organisation. Pas nécessairement, comme souvent on peut le penser, pas nécessairement pour soigner les travailleurs ou pour aider les travailleurs, mais aussi pour contribuer au rendement. Parce que quand les gens ne travaillent pas bien, il n'y a pas de rendement. C'est ça. Donc, normalement, ce que vous venez de dire, c'est bien parce que c'est vrai plutôt parce que moi, je ne vais pas être actif ou apte dans mon travail, sans choquer au niveau mental et ça ne va pas bien. Oui. Donc, c'est ça. Et si j'ai bien entendu, tout ce qui est de la psychologie au travail, psychologie de l'enfant, développement, ça c'est dans la partie de psychologie sociale. D'accord. Pas social, pas nécessairement social, parce qu'au niveau social, on pourrait ajouter un autre domaine, par exemple, des phénomènes sociaux comme la guerre, comme les situations d'urgence, les catastrophes naturelles. Tous ces phénomènes peuvent donc être traités par la psychologie alors sociale, parce que la psychologie sociale va beaucoup plus s'intéresser des phénomènes sociaux, de la place de l'individu dans la société, mais aussi de l'influence de la société sur l'individu. Donc, quand il y a la guerre, il y a des personnes qui n'ont pas causé cette guerre, mais la guerre les concerne. Quand il y a donc de la pauvreté, quand il y a des situations économiques difficiles qui se détériorent, il y a les personnes qui n'ont pas contribué à ce que ça soit ainsi, mais qui seront interpellées à s'adapter. Voilà. Oui. Ok. Alors, j'espère que vous avez entendu en peu de mots ce que c'est la psychologie, quels sont les domaines qui sont concernés par la psychologie.
on se rend compte que la psychologie, elle est partout. Elle est partout, là où on vit, là où on côtoie, en fait, là où on habite, donc partout, en fait, au travail, à l'école, et partout, il y a de la psychologie. Et tout le monde est concerné par cet aspect, en fait. Qu'on le fait ou pas, tout le monde est concerné. Inconsciemment, consciemment, tout le monde est concerné. Donc, voilà, c'est ça, un peu de monde. Et aujourd'hui, alors, sur notre ordre du jour, qu'est-ce qu'on souhaite regarder? C'est pas qu'on va juste se limiter sur cette partie, bien cet aspect seulement. Donc, c'est la psychologie en famille. Et s'il y a besoin d'emprunter, par exemple, une idée dans un autre domaine, on va pouvoir le faire. Mais on va parler de la psychologie en famille aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est la psychologie en famille selon vous, messieurs? Bon, comme nous avons déjà défini donc la psychologie dans son sens un peu général, et on pourrait dire plutôt comment est-ce que la psychologie peut contribuer donc à la vie familiale, qu'est-ce que la psychologie peut étudier en famille, qu'est-ce que la psychologie peut amener en famille. Là, je peux dire que la psychologie en famille va beaucoup plus d'abord étudier les comportements en famille, le couple, les relations entre les conjoints, les relations entre parents et enfants, le développement des enfants, l'éducation des enfants, la gestion donc des traumatismes qui peuvent être qui peuvent s'abattre sur l'un ou l'autre membre de la famille, mais qui vont peut-être être accueillis dans la famille et traités dans la famille, parce que vous voyez, on dit que la famille c'est le premier maillot de socialisation, par exemple, d'un enfant. Et quand un enfant donc adopte des comportements, il faut voir si ces comportements ne sont pas ou ne seraient pas liés aux manières d'éduquer des parents, et que ces manières d'éduquer des parents ne seraient pas donc liées au traumatisme donc personnel que chaque parent ou chaque personne aurait eu dans sa vie. Et voilà, dans les relations entre les couples, on pourra parler de s'occuper, donc contribuer à l'amélioration de l'amour conjugal. Si nous pouvons parler de l'amour, donc l'amélioration des relations conjugales, l'amélioration de l'environnement familial, voilà, les sentiments, les émotions en famille, tout ça, ce sont des points que la psychologie peut vraiment étudier, voilà, et contribuer à leur amélioration pour soigner ou améliorer donc l'environnement familial. Okay. Bon, je comprends que il y a de l'impact sur l'enfant lié donc au comportement des parents. Oui. Alors, comment est-ce qu'un bon comportement en couple? Parce que si on parle d'un bon comportement, c'est-à-dire il y a le papa et le maman, il y a des choses qui peuvent afficher donc devant les enfants, et que ce comportement a un impact positif ou négatif. Comment est-ce que, disons sur base d'exemples concrets, comment est-ce qu'un comportement peut avoir un impact sur le développement de l'enfant? Donc, on va parler de négativité et de positivité dans les deux sens. Comme nous l'avons déjà signalé, la psychologie concerne toutes les personnes, tous les êtres humains, sauf que ça existe même de la psychologie animale. Donc la psychologie qui étudie donc les animaux, leurs relations, leur vie dans la nature, les rapports et leurs rapports entre eux, mais aussi le rapport avec l'environnement. Mais la psychologie concerne donc toutes les personnes, même les nourrissons, les petits enfants. Ça concerne donc les jeunes, les adolescents. Ça concerne aussi les jeunes mariés, les couples un peu donc évolués, mais aussi les personnes âgées, comme donc la psychologie qui s'occupe de la gérontologie. Alors,
en famille, les comportements des parents peuvent effectivement impacter donc positivement ou négativement, selon la nature du comportement, leurs enfants. Ce que je dis souvent, c'est que en famille, je compare donc l'esprit de l'enfant ou le psyché de l'enfant et celui des parents comme deux réservoirs. Deux réservoirs, donc je compare où je dis que ce sont des réservoirs d'amour. Et quand un petit enfant, et il a donc cet esprit qui est un peu vide, et donc il a besoin d'apprendre. Donc non seulement d'apprendre, d'être aimé plutôt. Donc ce réservoir de l'enfant a besoin d'être rempli d'amour. Donc chaque geste positif, ça va remplir, ça va alimenter le réservoir d'amour. C'est comme un compte bancaire où on va mettre chaque fois de l'argent et de l'argent. Et quand vous avez mis beaucoup d'argent sur le compte bancaire, quand vous allez retirer donc de l'argent, tu trouves qu'il y a des sommes à retirer. Donc, quand un enfant est aimé par ses parents, quand un enfant a un réservoir d'amour qui a été rempli dans un environnement familial sain, dans un environnement familial voilà, épanouissant, l'enfant va avoir des comportements et des attitudes qui sont positifs, il va évoluer, donc il va comprendre. Il a affiché il a appris lui aussi. Oui, il va donc reproduire ce qu'il a vu en famille, mais il va aussi manifester ce qui se trouve dans son intérieur, et ce qui va être manifesté, ce sont des comportements que nous voyons. Donc, quand par exemple, un enfant a été insulté, qu'il voit qu'il y a des désordres dans la famille. Et l'enfant va percevoir et penser que s'il y a des désordres, s'il y a des conflits en famille, c'est que c'est lui le fautif, c'est lui le problème. Donc c'est ça ce qui se trouve dans le psychisme de l'enfant. Et c'est pour cela que quand les parents aiment l'enfant, quand ils portent l'enfant, ils le soutiennent, quand on comprend l'enfant, on l'écoute, et que les parents sont disponibles pour ça. Et d'ailleurs, on parle généralement de styles éducatifs parentaux qui vont avoir un impact vraiment important sur le développement des enfants. Alors, quand le compte de l'amour de l'enfant a été donc alimenté pendant beaucoup de temps, et cet enfant, il va s'épanouir, il va grandir, il va avoir de l'intelligence, il va avoir de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence, voilà, à l'école, il va évoluer. Quand il n'a pas eu ça, il peut avoir le contraire. Voilà. Disons, en fait, parfois, ça arrive, on trouve, le parent n'était pas vraiment fort à l'école. D'accord? Là, en fait, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Et si l'enfant est soutenu moralement, comme ça, mentalement, socialement, comme ça dans sa famille, et il y a un impact, il y a probablement, donc probabilité de bon impact sur l'école, c'est ça. Donc je vais dire, disons que si le parent était fort à l'école, directement l'enfant doit être fort à l'école. Hein? Bien sûr, l'enfant était, plutôt le parent n'était pas très fort à l'école, donc ça va être pareil. C'est comment? Donc, c'est ça qu'on veut comprendre. Non, on dit qu'en psychologie, il n'y a pas de causalité linéaire. Il n'y a pas de causalité linéaire parce que, vous voyez, l'enfant a 50% de gènes de sa mère et de son père. Mais cette prédisposition génétique va être aussi influencée par l'environnement, l'éducation, la socialisation. La façon dont l'enfant a été socialisé va jouer un rôle important sur son développement scolaire, son développement donc personnel. Et il y a ce que nous pouvons appeler des accidents de la vie. L'enfant peut être né des parents voilà, intelligents, mais l'enfant ne peut pas toujours être génétiquement intelligent. Il y a Jean Piaget qui disait que si on a des enfants, on peut leur conditionner à devenir ce qu'on veut,
Si on veut qu'ils deviennent des brigands, si on veut qu'ils deviennent des docteurs, si on veut qu'ils deviennent des psychologues, on pourrait le forger. C'est-à-dire, il y a oui la façon de la prédisposition avec laquelle l'enfant est né, mais cette prédisposition d'apprendre, de grandir, de se développer dans un environnement ou dans un autre va être aussi influencée et impactée par l'environnement. Oui. Ok. Ce qui veut dire que la psychologie ne se limite pas seulement sur ce que les parents peuvent donner, il y a aussi l'environnement qui a un rôle. Oui, et d'ailleurs, non, en fait, quand on parle des parents, c'est aussi l'environnement. Okay. Ou donc, l'environnement, c'est ce qui vient de l'extérieur de l'enfant. Le génétique, c'est ses forces, ses capacités avec lesquelles l'enfant est né. Donc, il n'est pas né avec un retard mental ou un problème de développement moteur. Il n'a pas d'un trouble de développement chronique ou visiblement donc diagnosticable donc au bas âge. Donc, il a tout pour pouvoir grandir. Et voilà, quand il n'y a pas ces problèmes de trisomie ou voilà de déficience mentale, et l'enfant, il est prédisposé à se développer. Mais même s'il aurait donc cette prédisposition à se développer et qu'il lui manque des repères, qu'il manque des parents, qu'il manque cet environnement. Au Burundi, vous pouvez voir un enfant de la ville, même s'il ne va pas à l'école, il va comprendre certaines choses au niveau de l'adaptation dans la société qu'un enfant de la campagne qui est né avec des prédispositions donc génétiques à pouvoir se développer, mais qui ne saura jamais ce genre d'environnement donc voilà stadin okay. Qui peut influencer certains comportements d'apprentissage. Ok. En fait, parfois il y a un mot qu'on utilise souvent quand complexe d'éduquer, ou bien ce que vous venez de dire, je ne m'en rappelle plus le terme que vous avez utilisé, mais c'est plutôt le style éducatif par... Non, pas style éducatif. C'est, disons, l'image que l'enfant... Vous savez que dans la famille, il y a le papa et la maman. Et la maman, par exemple. Oui. Et du coup, un enfant, il grandit, il cherche à ressembler à quelqu'un. L'identification. L'identification, ouais, merci. Alors, parfois, il y a un enfant qui est né, c'est une fille. Oui. En se développant, on trouve qu'il a plus du caractère, de comportement d'un garçon. Dans certaines cultures, surtout, je veux dire, surtout entre parenthèses, en Afrique, on peut nommer ça autrement. Hein? Oui, autrement, oui. Oui, je ne sais pas le terme qu'on peut utiliser en Kirundi. Il y a Magole Magaro, je ne sais pas où il y a je sais pas, genre, une femme qui se. Hein? Donc, qui se comporte comment? Un garçon qui a des comportements féminins ou bien. Ou une fille qui a des comportements masculins. Oui. Oui. Donc, ma question est. Ou qui peuvent même arriver à avoir des orientations sexuelles, différentes. Voilà. Disons différentes. Donc, est-ce que... Pour ne pas dire peut-être ce qu'on peut dire perverti, perversion, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, quel est le rôle de parents ou de l'éducation voilà. dans quoi les ces orientations? Voilà, parlons. Quelles sont les causes de ces orientations? Les facteurs liés à ce comportement. Ok. En tout cas, c'est lié à ce que nous avons nommé donc réservoir d'amour d'abord, la façon dont l'enfant a été éduqué. Souvent, les orientations sexuelles vont être liées au vécu infantile, c'est-à-dire ce que l'enfant a traversé dans l'enfance, ce qu'il a vu, ce qu'il a intériorisé dans son psychisme, et à un certain moment, il a décidé, inconsciemment ou consciemment, et moi, je ne serai pas comme mon père. Moi, je ne peux pas être comme ma mère. Et moi, je ne peux pas être garçon. Je ne peux pas être fille parce que ça et ça et ça et ça. Il peut le décider inconsciemment. Mais pourtant, il dit que donc, être garçon, c'est pas intéressant. Parce qu'être garçon, c'est être violent. C'est être méchant.
donc là, détruire. c'est lié par rapport à ce qu'il a dû voir quelque part. Ce qu'il a vécu. Peut-être il a vu donc, son père maltraiter sa mère ou sa mère maltraiter son père. Donc c'est un registre qu'on était en train de parler tout à l'heure du comportement. Oui, oui. Il y a donc ces origines-là, ces causes qui sont reliées à l'éducation, à la manière dont les enfants ont été éduqués, mais aussi à ce qu'ils ont vécu. Parce que l'environnement familial, ça influe sur les orientations donc voilà sexuelles ou psychologiques donc de l'enfant. Et il y a aussi ce qui peut se régénérer au cours de l'adolescence. Il y a des comportements qui peuvent naître qui peuvent naître au cours de l'adolescence. Au cours de l'adolescence, vous voyez, il y a beaucoup de changements bio, psychophysiologiques, sociaux, qui vont influer sur l'orientation ou sur l'identification de l'enfant. Pendant l'adolescence, l'enfant observe beaucoup de changements, donc le jeune observe beaucoup de changements sur lui, mais aussi ces changements sont liés aux pensées. Et ces pensées vont être, donc ils vont vouloir être orientés d'une manière ou d'une autre. Et alors, l'enfant, il peut dire, moi, pour ne pas avoir les charges, par exemple, de père, je vais décider de devenir homosexuel. Pour ne pas avoir les charges de mère, je vais devenir lesbienne. Et voilà, pour ne pas avoir à être lié, manquer de la liberté donc des enfants qui vont toujours me chercher, ou un mari, un homme qui va toujours me chercher et attacher à moi, je vais avoir deux partenaires, plusieurs partenaires. Je vais à la fois subir des opérations et devenir à la fois vous voyez les LGBT, c'est à jour actuellement. Il y a beaucoup donc d'orientations qui peuvent être liées normalement au vécu. Donc, il y a l'enfant qui va construire. Nous avons déjà reçu beaucoup de ce genre de jeunes qui nous disent, non, moi, je peux pas être comme mon père. Mon père, il nous a maltraités, il nous a malmenés et je ne peux pas me marier. Je ne peux pas me marier, je vais être homosexuel. Et ça demande énormément de force, bien sûr, pour pouvoir modifier, bien sûr en obtenant la permission de la personne, si la personne veut changer, pour pouvoir modifier voilà, ses pensées et ses orientations. Et des fois, c'est possible. Pourquoi est-ce que... donc, c'est déjà un sujet qui peut faire beaucoup de polémiques, beaucoup de pensées, d'influence. D'abord, c'est parce que c'est contre la nature. Naturellement, il n'y a pas donc un enfant qui va naître avec deux sexes quand il n'y a pas de malformation congénitale. Donc, naturellement, l'enfant naît avec un sexe masculin ou un sexe féminin. Et voilà, le corps est disposé d'une manière à vraiment faire ce qu'il faut faire. Donc, il y a l'anus qui fait ce qu'il devrait faire. Il y a l'appareil génital féminin ou masculin qui fait ce qu'il devrait faire. Jamais les urines ne peuvent pas passer par l'anus parce que c'est pas la nature. Donc, c'est pour cela d'abord que ça pose beaucoup de problèmes. Et souvent, on dit non, il faut voilà respecter les choix déjà. Nous respectons, effectivement, nous comme psychologues, nous respectons donc ces orientations parce que nous savons qu'il y a des causes. Oui. Ok. Donc, cela veut dire que, voilà, les parents, ils ont un rôle à jouer dans l'identification de l'enfant, mais il y a toujours des aspects, des facteurs, disons, extérieurs qui peuvent influencer. Je suppose aussi que l'enfant peut ne pas voir ça directement dans la famille, mais à l'extérieur, donc chez les voisins, ou bien chez... il y a les réseaux sociaux, voilà, il y a l'internet. On peut trouver tout sur les réseaux, donc tout ça, ça peut jouer sur l'identification de l'enfant. Oui. Alors, si on essaie de résumer un peu de mots, le développement de l'enfant, donc, est influencé par les parents, l'environnement, donc tout ce qui est le milieu social. D'abord, donc la génétique, les prédispositions génétiques,
Nous parlons des prédispositions. Parce que ce sont des potentiels. Ce sont des potentiels qui, une fois exploités, l'enfant peut être comme ça ou comme ça. Mais quand ce n'est pas exploité, quand ce n'est pas voilà, développé, quand ce n'est pas creusé ou quand ce n'est pas orienté, quand ce n'est pas je dirais quand ce n'est pas donc identifié d'abord, il faut identifier donc le potentiel de l'enfant, et donc ses capacités d'abord, et donc les développer, les faire grandir. Alors, il y a cette prédisposition génétique. On parle de génétique parce que quand on est né avec deux jambes, là, on est disposé ou prédisposé à être athlète. Mais quand on n'a pas de la jambe, peut-être on va faire de l'athlétisme, mais de personnes avec des capacités limitées. Mais voilà, il y a cette prédisposition génétique. Comment l'enfant est né. Il y a aussi l'environnement. Nous résumons l'environnement comme environnement familial et la société. Donc, voilà, et dans l'environnement familial, il y a donc l'éducation, il y a les relations entre parents et enfants, les relations entre parents, et voilà, il y a aussi donc la société, comme à l'école, l'internet, tout ce qui va alors venir après que l'enfant il sortit donc de l'environnement familial pour aller faire, par exemple, les études de la scolarisation. Voilà. Il y a quelque chose qui me vient en tête, une idée en fait. Parfois, disons, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tout ce qui est la culture est différente d'un pays à l'autre. Certains disent que la vie de l'enfant commence par la naissance, et les autres, non, la vie de l'enfant commence depuis donc, quand il a été conçu, quoi, le fœtus depuis là-bas. Ce qui veut dire que, est-ce que le comportement qu'une maman ou bien qu'un papa peut afficher pendant que l'enfant est toujours dans le ventre de de sa maman peut avoir un impact, c'est juste quand l'enfant est déjà là sur Terre. Mais vous pouvez déjà le penser. C'est ce qui fait donc le vécu embryonnaire, le vécu que la mère de l'enfant a eu pendant donc la période de la grossesse. Ça influe effectivement sur la formation, donc voilà, la formation génitale de l'enfant. C'est-à-dire que si, par exemple, l'enfant a été conçu dans une période de guerre, et l'enfant est conçu dans une période de guerre, et depuis le premier, donc par exemple, la mère est violée, voilà, elle est abusée sexuellement et elle conçoit. Et elle va donc souffrir pendant 9 mois à essayer de savoir comment est-ce que l'enfant vraiment va grandir. Elle y pense, elle est vraiment stressée. Elle évolue dans voilà, cette période de guerre qui est voilà, voilà, donc choqué par des événements traumatisants, et voilà, il y aura sécrétion des hormones. Il y a sécrétion donc des substances qui vont effectivement influer sur la formation de l'enfant. Il est peut-être difficile, surtout dans les pays développés ou en développement, de mieux détecter quand est-ce qu'un environnement ou bien quand est-ce que le problème qu'a vécu la mère aurait vraiment impacté le fœtus, l'embryo. Mais c'est tout ce qui fait donc voilà, les différences que nous avons dans notre vie. Donc c'est ce qui fait que le vécu que la mère a pendant la période de grossesse, c'est ce qui fait que certains enfants vont naître avec des handicaps physiques, voilà, psychologiques. C'est ça en fait.